Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. On commence là à voir apparaître un motif très particulier. Et si les preuves de l'existence des dragons n'étaient en fait qu'un ensemble de faits scientifiques qui seraient mal exploités? Voyez par vous-même. Pendant la période antique, les Égyptiens vouent un culte suprême aux crocodiles. Ils les enterrent donc à leur mort, momifiés, parés des plus beaux bijoux, dans des tombeaux remplis de richesses. Et dans un premier temps, c'est pour leur faire honneur, bien sûr. Mais il a été avancé que cette pratique pouvait aussi servir à effrayer les éventuels pilleurs de tombes. Il se peut alors que les os de crocodiles morts retrouvés sur des tas d'or soient à l'origine de la légende des dragons gardiens de trésors. Au même titre, la découverte de nombreux cadavres d'humains et d'animaux en Amérique du Nord tente à prouver à l'époque l'existence d'une bête féroce sévissant dans la région. Un monstre est alors furtivement aperçu. Il n'en faut pas plus pour que les civilisations locales accusent le dragon d'être la cause de toutes ces morts mystérieuses. Les Indiens d'Amérique nomment la créature le piazza, animal possédant une tête humaine ornée de cornes, un corps d'oiseau et une queue de lézard. Mais s'ils assurent l'avoir suffisamment observé pour pouvoir le décrire avec précision, aucun des nombreux pièges placés sur son territoire pour le capturer n'a jamais porté ses fruits. Donc, encore une fois, pas de preuves. Mais il en faut plus pour décourager l'opinion publique du XVIIe siècle. Et la croyance persiste. C'est comme ça que les dragons reprennent du poil de la bête, si j'ose dire. Surtout que l'époque voit émerger en masse les fameux cabinets de curiosité, sorte de précurseurs des musées d'histoire naturelle, mais en miniature, bien sûr, et pour les collectionneurs privés, qui ont envie de montrer des choses et de montrer leurs connaissances. Ces cabinets ont pour vocation de cristalliser la nature tout entière en accumulant aussi bien les œuvres d'art que les bizarreries de la nature, ou voire les bizarreries artificielles, ou les artefacts en tout genre. Évidemment, ces lieux particuliers déclenchent une réelle course aux monstres. C'est à celui qui va trouver le plus gros, si j'ose dire, le plus impressionnant, le plus terrifiant, voire le plus merveilleux. Et je ne vous parle pas de toutes les escroqueries qu'il peut y avoir autour. Résultat, les cabinets de curiosité sont très vite remplis de poissons à fourrure, de cornes de licorne, évidemment, de sirènes à queue de poisson, torses de bois ou de monstres marins de tous les acabits. Bien entendu, dans la majorité des cas, tous ces objets sont associés à des dragons et leur profusion contribue alors à alimenter son mythe, à accréditer la réalité du monstre. Autant dire que le commerce à côté, évidemment, est florissant pour ces petits collectionneurs privés. La crédulité des gens, vous le savez, ça paye toujours. Vers la fin du XVIe siècle, le naturaliste Conrad Gessner établit 3 catégories de dragons dans son livre des serpents. On y découvre les dragons sans ailes et sans pattes. On a aussi les dragons ailés et les dragons ailés à 4 pattes. C'est ensuite en 1640 qu'Aldrovandi déclare dans son ouvrage Les serpents et les dragons que les hommes ne sont pas dupes et qu'ils savent bien que l'animal se terre dans les régions les plus reculées, bien dissimulées au regard de la civilisation humaine. Il entreprend d'ailleurs lui aussi de décrire en détail les différentes espèces de dragons existantes. Le plus amusant, c'est que ces 2 ouvrages vont faire date et vont même servir de base à une ribambelle de continuateurs désireux d'entretenir, bien entendu, la légende. Et vous avez des planches particulièrement soignées qui sont dessinées et qui permettent de donner encore plus de portée à leurs propos. C'est un petit peu comme, vous savez, il y a quelque temps, c'était marqué « vu à la télé ». Là, c'est pareil, puisque c'est écrit, ça veut dire que c'est vrai, et donc on va copier, recopier, etc., etc. Et certains vont même plus loin. Ils vont répertorier les dires de témoins oculaires insistant sur leur rencontre avec des dragons. On a ça nous aujourd'hui avec les extraterrestres. Étonnement, les simples dragons ailés sont rarement décrits. Mais on trouve par contre quelques étranges descriptions de créatures à tête de chat, à corps de serpent, ou à groin et corps de cochon, crête de coq, etc., etc. De toute façon, l'important c'est surtout ne pas mettre en doute les saintes écritures. L'Inquisition n'est pas loin, évidemment. Alors finalement, qu'importe la forme de la créature, du moment qu'on proclame qu'elle existe. Mais parfois, c'est la science qui gagne la bataille.
À la Renaissance, les érudits se penchent sur le phénomène qu'ils continuent jusque-là de classer parmi les serpents et parfois parmi les poissons, selon les manuscrits. Très vite, les savants remarquent le manque de preuves flagrantes pouvant venir appuyer l'existence du dragon. À cette époque, les on-dit ne font plus l'affaire. On cherche désormais les explications rationnelles, les observations scientifiques. Et oui, j'ai déjà eu l'occasion de parler de ça, de l'expérience de terrain face au pseudo-savoir livresque ou au savoir ou au pseudo-savoir. Avec ce nouveau pragmatisme, eh bien, les dragons vont s'évanouir pour laisser place à des animaux réels, comme les sauriens, les crocodiles ou les serpents. C'est pas trop tôt, vous me direz. Chacun se dit à présent que les anciennes légendes n'étaient en fait que des tissus d'exagération qui ne faisaient que grossir les dimensions d'animaux qui finalement sont bien banales. Et c'est là que l'opinion a commencé à changer. La métamorphose de la pensée commence avec l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où on peut lire « Je crois qu'on a donné indistinctement le nom de dragon aux animaux monstrueux du genre des crocodiles, des serpents ou des lézards qui ont paru extraordinaires par leur grandeur ou leur figure. » C'est ensuite Buffon et Cuvier, naturalistes et anatomistes français, qui referment définitivement le couvercle sur le mythe du dragon, mais dans le monde occidental, j'entends. En 1770, vous avez un crâne immense et des dents acérées qui sont découverts près de Maastricht. Alors l'époque où on aurait immédiatement saisi l'opportunité pour proclamer l'existence des dragons, cette époque est révolue. À la place, les scientifiques se penchent sur les données qui sont à leur disposition, l'expérience. Qu'est-ce que c'est ? Un crocodile géant, un cétacé? Eh bien, c'est finalement Cuvier qui reconnaît un varan géant qu'il va baptiser mosasaure. Et plus tard, une espèce de varan originaire de Komodo sera surnommé le dragon de Komodo. C'est marrant comme, quelque part, on revient au dragon. De nouvelles découvertes vont suivre, celle du mosasaure. Donc en 1822, des ossements trouvés en Angleterre prouvent enfin l'existence d'un groupe inédit et bien particulier de lézards. Le monde découvre du grec deinos, terrible, et saurus, lézard, les dinosaures, comme je vous le disais tout à l'heure. De temps à autre, certaines découvertes vont relancer le mythe, mais la théorie de l'évolution, développée par Lamarck et Darwin, finit par mettre un terme aux suppositions fantastiques des plus têtus. Le dragon n'est en fait bien qu'un animal imaginaire, un point c'est tout. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.